Mon ex-femme a dit à ses amis qu'elle avait besoin d'un nouveau mari parce que le sien était cassé. J'ai répondu, alors tu es célibataire maintenant. Problème résolu. J'ai quitté le restaurant et je ne suis jamais revenu. Je suis un homme de 37 ans qui travaille comme ingénieur en mécanique dans une usine de fabrication industrielle près de Lyon. J'y suis depuis environ 12 ans maintenant. J'ai gravi les échelons, passant d'ingénieur débutant à ingénieur principal. J'ai commencé juste après mes études quand l'économie était catastrophique et que j'avais de la chance de trouver quoi que ce soit. Je suis resté parce que le travail était intéressant et que l'entreprise me traitait bien. Ce n'est pas vraiment un domaine prestigieux, mais ça paie bien et je suis doué pour ça. Je conçois des systèmes de production, je résous les pannes d'équipement, j'optimise l'efficacité des flux de travail, ce genre de choses. Le travail exige une attention aux détails et des compétences en résolution de problèmes, ce qui, apparemment, se traduit par le fait d'être ennuyeux dans ma vie personnelle. J'y reviendrai plus tard. J'ai toujours été le genre de gars qui planifie à l'avance. J'ai toujours été comme ça et je le serai probablement toujours. Même enfant, c'était moi qui organisais les jeux du quartier, m'assurant que tout le monde savait à quelle heure venir et qui apportait quoi. Mes amis plaisantaient en disant que j'aurais mon plan de retraite avant mes 30 ans. Ils n'avaient pas tort. J'ai ouvert un compte d'épargne retraite à 23 ans, acheté une maison à 29 ans, fini de payer ma voiture à 32 ans. Certaines personnes appellent ça être responsable. Mon ex-femme appelait ça être prévisible, comme si c'était une maladie en phase terminale. La maison est importante pour cette histoire, alors laissez-moi vous expliquer. J'ai acheté une maison de 3 chambres dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue lyonnaise environ 6 ans avant le divorce, ce qui signifie 2 années entières avant même de rencontrer Delphine. Rien d'extravagant, mais une construction solide. J'ai fait mes recherches avant d'acheter, j'ai vérifié les fondations, regardé les ventes comparables dans le secteur, inspecté chaque centimètre de cet endroit avant de signer quoi que ce soit. Le prêt immobilier était uniquement à mon nom, l'acte de propriété uniquement à mon nom, chaque paiement provenait de mon compte uniquement. Je me constituais un capital sur ce bien depuis l'âge de 29 ans. Au moment où Delphine a emménagé après le mariage, j'en avais déjà remboursé près d'un tiers. Mon ex-femme Delphine et moi nous sommes rencontrés lors d'une soirée caritative à Lyon il y a environ 7 ans. Elle était bénévole à la table d'accueil. J'y étais parce que mon entreprise sponsorisait l'événement et que quelqu'un devait nous représenter. La première chose que j'ai remarquée, c'est son rire. Elle dégageait une de ses énergies, vous voyez? Toujours le centre de l'attention. Elle avait toujours une histoire à raconter. Elle a toujours su comment captiver une assemblée. Je pensais que nous nous équilibrions. Elle apportait de la spontanéité à ma vie structurée. J'apportais de la stabilité à la sienne qui était chaotique. La situation classique des opposés qui s'attirent, et qui a très bien fonctionné jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de nous marier. Belle cérémonie, rien de follement extravagant. Environ 80 personnes, une réception dans le jardin chez ses parents, la nourriture fournie par un traiteur local que tout le monde adorait. Sa famille semblait bien m'apprécier. Son père appréciait le fait que j'ai un emploi stable et que je puisse réparer une panne sans appeler l'assistance dépannage. Sa mère pensait que j'étais poli et bien élevé. Le genre de gars avec qui on voudrait que sa fille se marie, apparemment. Delphine a emménagé dans ma maison après le mariage et a immédiatement commencé à la redécorer, ce qui me convenait. Ses goûts étaient de toute façon meilleurs que les miens et l'endroit avait besoin d'une touche féminine. Elle a peint le salon de cette couleur gris chaud qui rendait vraiment bien. Elle a acheté de nouveaux coussins pour le canapé, accroché des tableaux sur des murs qui étaient restés nus depuis mon arrivée. Elle en a fait un foyer au lieu d'un simple endroit où je dormais et mangeais. Les premières années ont été bonnes, vraiment bonnes en fait. Nous faisions des sorties en amoureux tous les vendredis soirs, partions en week-end dans différentes régions, organisions des dîners pour nos amis. Delphine travaillait à temps partiel dans une boutique du centre-ville de Lyon, vendant des vêtements haut de gamme à des clientes aisées. Elle disait que le travail à temps plein était trop stressant et que, puisque je gagnais assez pour tout couvrir, pourquoi devrait-elle s'épuiser? Je n'ai pas insisté. C'était logique à l'époque. Femme heureuse, vie heureuse, n'est-ce pas? Je payais le prêt, les factures, les courses, l'assurance voiture, la mutuelle, tout. Son salaire allait à ses dépenses personnelles. Vêtements, soins, rendez-vous chez le coiffeur, déjeuner avec des amis. Je me disais que c'était ça, le partenariat.
Avec le recul, les signes avant-coureurs étaient là dès le début. De petits commentaires par-ci par-là que je mettais sur le compte de son sens de l'humour. Elle plaisantait sur le fait que j'étais comme un chien fidèle, toujours désireux de plaire et de la suivre partout. Elle me qualifiait de prévisible comme si c'était une insulte déguisée en compliment. Elle disait des choses comme « au moins tu es fiable » quand je me souvenais des anniversaires ou que je planifiais des rendez-vous attentionnés. Chaque commentaire était suffisamment petit pour être ignoré seul, mais ils ont commencé à s'accumuler comme la neige sur un toit. Inévitablement, quelque chose devait céder. Ses amis n'aidaient pas. Ce groupe de femmes qu'elle fréquentait et qui semblaient toutes concourir pour savoir qui avait le pire mari. Chaque déjeuner était apparemment un concours pour voir qui pouvait se plaindre le plus de son partenaire. Delphine rentrait à la maison et faisait des remarques du genre « au moins je n'étais pas aussi pire que le mari de tel ami qui avait oublié leur anniversaire ou que j'étais meilleur que le mari d'une autre qui n'aidait jamais pour les tâches ménagères ». Des louanges timides qui ressemblaient quand même étrangement à des critiques. Le vrai problème a commencé environ 18 mois avant que tout n'explose. Delphine a rejoint ce club de lecture par l'intermédiaire d'une de ses collègues. Un groupe de femmes qui se réunissaient tous les mois pour boire des boissons hors de prix et faire semblant d'avoir lu n'importe quel roman figurant sur la liste. Il n'y a rien de mal à cela. Les gens ont besoin de passe-temps, mais Delphine a commencé à rentrer de ces réunions avec de nouvelles opinions sur tout. Soudain, notre vie n'était plus assez excitante. Notre maison faisait trop banlieue, trop standard, trop ennuyeuse. Mon travail était trop prévisible, trop sûr, trop dépourvu d'ambition. J'avais besoin d'être plus spontané, plus aventureux, plus tout ce qu'elle décidait que je n'étais pas cette semaine-là. Elle a commencé à faire des commentaires sur la façon dont le mari de son amie l'avait surprise avec un voyage en Grèce, ou comment le mari d'une autre amie avait quitté son emploi en entreprise pour lancer un projet personnel. Comme si j'étais censé faire exploser toute notre vie stable juste parce qu'un autre type avait pris des décisions imprudentes. Les commentaires ont empiré. Elle faisait des blagues à mes dépens lors de dîners, de petites piques sur le fait que j'étais fondamentalement un meuble qui payait les factures. Ses amis riaient nerveusement pendant que je restais assis là à me demander quand ma femme avait commencé à me détester activement. Elle a commencé à m'appeler son chien fidèle devant les gens, ce qui semble mignon jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle le pensait comme une insulte. Fidèle, idiot et facile à satisfaire. J'en ai parlé quelques fois en privé, je lui ai demandé pourquoi elle ressentait le besoin de me rabaisser devant d'autres personnes. Sa réponse était toujours le même refrain fatigué. J'étais trop sensible. C'était juste son sens de l'humour. J'avais besoin de me détendre. Tout le monde fait des blagues sur son conjoint. Étais-je vraiment si fragile que je ne pouvais pas supporter une petite taquinerie? Alors je me suis détendu. J'ai laissé passer les commentaires. Je me suis dit que chaque mariage avait des passes difficiles et que nous allions les surmonter. J'ai continué à planifier des rendez-vous attentionnés, à me souvenir des occasions importantes et à être le chien fidèle fiable et prévisible qu'elle semblait tant détester. J'ai continué à payer chaque facture, à entretenir la maison, à constituer nos économies pendant qu'elle dépensait son salaire pour tout ce qui attirait son attention. J'ai continué à penser que si j'essayais juste plus fort, si je l'aimais mieux, si je prouvais que je n'étais pas ennuyeux, les choses s'amélioreraient. Ça n'a pas été le cas. Puis est venu le dîner qui a tout changé. Nous avions cette tradition mensuelle avec 3 autres couples que nous connaissions depuis des années. Des gens bien, des mariages solides, le genre d'amis que l'on a vraiment hâte de voir. Olivier et Sophie, mon ami de l'université. Thomas et Marine, rencontrés grâce à un club de golf. Raphaël et Léa, des recrues plus récentes qui avaient emménagé dans le quartier il y a 2 ans. Nous alternions les maisons ou choisissions un restaurant et nous prenions simplement des nouvelles de la vie, partagions ce qui se passait pour tout le monde. Ce soir-là, nous étions dans ce restaurant italien où nous allions depuis des années. Belle ambiance, superbe pâte, prix raisonnable. L'endroit habituel pour notre groupe quand personne ne voulait recevoir. Delphine était dans une forme rare ce soir-là. Elle avait passé une semaine difficile à la boutique, un problème avec une cliente exigeante et une responsable qui avait pris le parti de la cliente. Dès l'instant où nous nous sommes assis, j'ai vu qu'elle cherchait une cible sur laquelle se défouler et, surprise, surprise, la cible, c'était moi. La conversation coulait normalement au début. Les gens parlaient de leurs enfants, de leur travail, de leurs projets de vacances. Raphaël a mentionné qu'il pensait aller aux Antilles au printemps suivant. Thomas gérait un projet dans son entreprise qui faisait travailler tout le monde tard.
Des trucs normaux de dîner. Puis quelqu'un m'a posé des questions sur un projet sur lequel je travaillais à l'usine. Une nouvelle ligne de production que j'avais conçue et qui allait augmenter le rendement d'environ 15%. J'en étais plutôt fier, en fait. Je travaillais sur les plans depuis des mois. J'ai commencé à expliquer les bases quand Delphine m'a coupé au milieu de ma phrase. Mon Dieu, j'ai besoin d'un nouveau mari. Elle a annoncé cela à toute la table comme si elle commandait un dessert. Celui-ci est cassé. Silence de mort. Je veux dire le genre de silence où l'on peut entendre la glace se tasser dans les verres d'eau des gens. Quelqu'un a toussé. Sa meilleure amie Anaïs, qui était venue sans son mari ce soir-là, a essayé de lâcher un rire maladroit pour briser la tension, mais Delphine n'avait pas terminé. Sérieusement, il est inutile. Il ne fait que travailler et dormir et travailler, et c'est comme être marié à un meuble très cher qui sort de temps en temps les poubelles. 8 personnes me fixaient. Mon visage était probablement assez rouge pour guider les navires à travers le brouillard. Olivier étudiait son pain comme s'il contenait les secrets de l'univers. Thomas était soudain très intéressé par le fond de son verre d'eau. Les épouses échangeaient ces regards chargés que les femmes lancent quand quelqu'un franchit les limites. Personne ne savait quoi dire. Quelque chose a fait un déclic à ce moment-là. Je ne sais pas comment le décrire autrement que par un interrupteur qui bascule quelque part au fond de mon cerveau. Pendant 18 mois, je lui avais trouvé des excuses, me disant que les choses allaient s'améliorer, qu'elle ne le pensait pas vraiment, que c'était juste le stress ou son sens de l'humour ou une phase qu'elle traversait. Mais assis là dans ce restaurant, regardant ma femme sourire pendant qu'elle me qualifiait de cassé devant tous les gens que nous connaissions, j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle pensait chaque mot et elle continuerait à le penser jusqu'à ce que je fasse quelque chose. J'avais déjà entendu des versions de cela auparavant. Des mois de petits commentaires, de piques sur le fait que j'étais ennuyeux, que je n'étais plus amusant, que je devais faire plus d'efforts. Toujours devant d'autres personnes. Toujours balayé comme des blagues quand j'en parlais plus tard. Mais ce soir-là, quelque chose de différent s'est produit. J'ai arrêté de lui trouver des excuses. J'ai arrêté d'essayer de voir les choses de son point de vue. J'ai juste vu la situation clairement pour ce qu'elle était. Un manque de respect, pur et simple. J'ai pris ma serviette, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai posée sur la table. Je me suis levé lentement comme si j'avais tout le temps du monde. Tout le monde regardait, s'attendant probablement à ce que j'en rie comme je le faisais toujours. Tu es célibataire maintenant, ai-je dit calmement, en regardant Delphine droit dans les yeux. Problème résolu. J'ai commencé à marcher vers la porte. Attends, quoi? La voix de Delphine derrière moi. Confuse, comme si elle n'arrivait pas à assimiler ce qui se passait. Où vas-tu? Chérie, c'était juste une blague. Allez, assieds-toi. J'ai continué à traverser le restaurant, je suis passé devant le comptoir de l'hôtesse qui m'a jeté un regard compatissant, j'ai franchi la porte d'entrée pour rejoindre le parking. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne ma voiture. Je l'ai ignoré. Je suis monté, j'ai démarré le moteur, j'ai conduit jusqu'à la maison. Le trajet a duré environ 15 minutes et j'ai passé chaque seconde à penser clairement pour la première fois depuis des mois, peut-être des années. Pas de colère qui bouillonne, pas de tristesse qui s'abat sur moi, juste cette froide lucidité sur ce qui devait se passer ensuite. Comme lorsque vous dépannez une machine cassée et que soudain vous voyez exactement où se trouve le point de défaillance. Je suis arrivé à la maison, je suis allé directement dans la chambre et j'ai commencé à faire mes valises. J'ai pris mon ordinateur portable pour le travail, assez de vêtements pour une semaine, tous mes documents importants dans le classeur, passeport, acte de naissance, carte d'identité, l'acte de propriété de la maison, fiche de paie récente, déclaration de revenus des 3 dernières années. Tout ce dont je pourrais avoir besoin si cela se transformait en une situation juridique, ce dont j'avais la forte intuition. Mon téléphone affichait alors environ 30 appels manqués. Des textos affluaient toutes les quelques secondes. Delphine passait apparemment par la confusion, la colère et la panique, d'après les notifications de prévisualisation des messages que je voyais s'afficher. Où es-tu? C'est de la folie. Tu réagis de manière excessive. S'il te plaît, reviens et parle-moi. Rappelle-moi tout de suite. J'ai éteint complètement le téléphone. Je n'avais pas besoin d'être distrait. J'ai pris une chambre dans un hôtel à environ 20 minutes de la maison. Rien d'extraordinaire, juste une chambre propre avec un bon lit et un bureau où je pourrais travailler si besoin.
J'ai rallumé mon téléphone juste le temps d'envoyer un texto à mon ami Quentin, un avocat que j'avais rencontré grâce au club de golf quelques années auparavant. Besoin de parler demain. Histoire de divorce. J'expliquerai le matin. Puis j'ai de nouveau éteint le téléphone et j'ai mieux dormi que depuis des mois. Sans blague. 8 heures solides du sommeil le plus paisible que j'ai eu depuis avant que les remarques ne deviennent mauvaises. Je me suis réveillé une fois vers 3 heures du matin, je me suis rappelé où j'étais et pourquoi, j'ai ressenti un instant de quelque chose qui aurait pu être de la tristesse, puis je me suis rendormi aussitôt. Le matin est venu avec de la lucidité au lieu de regret. J'ai allumé mon téléphone sur environ une centaine de notifications. Appels manqués de Delphine, de sa mère, de sa sœur, de 3 de ses amis. Des messages vocaux allant de tu réagis de façon excessive à c'est de la folie en passant par s'il te plaît, rappelle-moi juste. Des textos avec toutes les tactiques de manipulation émotionnelle que vous pouvez imaginer. Je suis tellement désolé. Je ne le pensais pas. Tu sais que je t'aime. Pourquoi nous fais-tu ça? Je les ai tous supprimés sans écouter ni lire au-delà des aperçus. J'ai bloqué le numéro de Delphine. Puis j'ai appelé Quentin. Il a décroché à la 2e sonnerie, ce qui m'a indiqué qu'il attendait l'appel après mon texto cryptique de la nuit dernière. Que s'est-il passé? Ma femme me manque de respect publiquement depuis des mois. Hier soir, elle m'a traité de meuble cassé devant 8 personnes. J'en ai fini. Longue pause. Tu es sûr de ça? Le divorce est une grande étape. Beaucoup de mariages traversent des périodes difficiles et en ressortent plus forts. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. Nous avons parlé logistique pendant environ 1 heure. Il s'est avéré que ma situation était plus nette que la plupart. Maison à mon nom, achetée 2 ans avant même de rencontrer Delphine. Prêt immobilier à mon nom, toujours payé depuis mon compte. Compte bancaire séparé depuis le premier jour parce que Delphine insistait pour dire qu'elle voulait son indépendance financière. Sa voiture à son nom, la mienne au mien. Pas d'enfant, Dieu merci. Le seul véritable actif que nous partagions était le mariage lui-même, et j'étais prêt à le dissoudre aussi rapidement que possible légalement. Quentin a dit qu'il pourrait avoir les papiers prêts en quelques jours. Il a expliqué le processus, le calendrier, ce à quoi je devais m'attendre. Il m'a dit de tout documenter à partir de ce moment. Chaque communication, chaque interaction, sauvegarder les textos, faire des captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux, noter toutes les conversations avec les dates et les heures. Je lui ai dit de faire le nécessaire. J'ai trouvé un appartement meublé en location mensuelle le jour même. Bail au mois, entièrement meublé, complexe calme à environ 10 minutes de mon travail. Rien de luxueux, mais propre et privé. J'ai signé la paperasse, j'y ai emménagé mon sac, j'ai installé mon ordinateur portable sur le petit bureau dans le coin. C'était bizarre d'être seul après 5 ans de mariage, mais c'était aussi libérateur. Personne à impressionner, personne à décevoir, juste moi et mes choix. Les papiers du divorce ont été remis à Delphine à son travail 3 jours plus tard. Quentin a dit que la signification sur le lieu de travail n'était pas la démarche la plus gentille, mais je ne lui devais plus de gentillesse. Elle travaillait à la boutique lorsque l'huissier de justice est entré, s'attendant probablement à une livraison. J'ai appris plus tard qu'elle avait fait toute une scène, pleurant et exprimant à quel point c'était injuste, à quel point je l'humiliais. Les autres employés ont dû la calmer. Sa responsable l'a renvoyée chez elle plus tôt. Une part de moi a ressenti un petit pincement au cœur à ce sujet, mais ensuite je me suis souvenu de l'expression de son visage lorsqu'elle m'a qualifié de cassé, et le sentiment est passé. Mon téléphone a de nouveau explosé. Cette fois-ci, venant de numéros différents. Delphine avait clairement recruté tout son réseau de soutien. Sa sœur Vanessa a appelé depuis son propre téléphone ce soir-là. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sais-tu à quel point elle est dévastée? Elle pleure depuis 3 jours d'affilée. Elle aurait dû y penser avant de me traiter de défectueux devant nos amis. C'était une blague, a-t-elle rétorqué. Elle évacuait sa frustration. Tu montes cette histoire complètement en épingle. Bloqué. Sa mère a appelé environ 1 heure plus tard. La voix dégoulinante de ce genre particulier de déception dont les belles-mères ont le secret. Tu dois arranger ça. Elle était juste stressée par le travail. Elle ne pensait rien de tout ça. Le mariage est un travail difficile, tu sais. On n'abandonne pas simplement quand les choses deviennent difficiles. Elle n'a pas abandonné?
ai-je demandé. Elle m'a traité de meuble cassé devant 8 personnes après des mois des mêmes idioties. Elle pensait chaque mot. Tu te comportes comme un enfant, fuyant tes problèmes au lieu de les affronter comme un adulte. Et vous avez élevé une fille qui pense qu'humilier publiquement son mari est acceptable. Il semble que nous ayons tous les deux des regrets. Clique, j'ai bloqué ce numéro aussi. Les amis de Delphine ont ensuite commencé à me contacter. Des textos de personnes que je connaissais à peine me disant à quel point elle était désolée, à quel point je lui manquais, comment je gâchais 5 ans pour rien. Chacun a eu droit au même traitement. Bouton bloqué. Comme jouer au tap-taupe avec des numéros de téléphone, mais ils ont fini par manquer de taupe. Environ une semaine après le début de toute cette histoire, Quentin a appelé pour me donner des nouvelles. Delphine avait engagé un avocat et contestait le divorce. Son argument était que j'avais abandonné le mariage pour un commentaire inoffensif, et qu'elle avait droit à des compensations compte tenu de nos 5 années passées ensemble. Obtient des déclarations des personnes présentes au dîner, a suggéré Quentin. Ils ont tous entendu ce qu'elle a dit. Et d'après ce que tu m'as raconté, ce n'était pas un incident isolé. Nous devons documenter cette habitude. J'ai contacté les 3 autres couples de ce soir-là. C'était gênant de demander à des amis de s'impliquer dans mon divorce, mais Quentin a dit que leur témoignage pourrait être important. Je leur ai demandé s'ils seraient prêts à fournir des déclarations écrites sur ce qui s'était passé. Chacun d'entre eux a dit oui immédiatement. Olivier, que je connaissais depuis l'université, a répondu par texto en quelques minutes. Mec, on était mal à l'aise avec la façon dont elle te parle depuis des mois. Cette nuit-là a été brutale à regarder. Je voulais dire quelque chose, mais je ne savais pas si c'était ma place. Heureux de t'aider du mieux que je peux. Thomas, mon ami de golf, m'a appelé directement. Elle a franchi les limites et nous l'avons tous vu. Tu as tout mon soutien. Marine était furieuse sur le chemin du retour. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle n'arrivait pas à croire que Delphine te ferait ça. Dis-moi ce dont tu as besoin et j'écrirai n'importe quelle déclaration qui pourra aider. Raphaël, le membre le plus récent de notre groupe, a envoyé un long texto. Je ne vous connais que depuis 2 ans, mais même moi, je pouvais dire que quelque chose n'allait pas dans la façon dont elle te traitait. Ce qu'elle a dit était complètement déplacé. Léa et moi en avons parlé ce soir-là. Tous deux d'accord pour dire que tu méritais mieux. J'écrirai n'importe quelle déclaration dont tu as besoin. J'ai tout envoyé à Quentin. C'était bon de savoir que je n'étais pas fou, que d'autres personnes avaient également remarqué le manque de respect. Parfois, quand on est dans une mauvaise situation assez longtemps, on commence à se demander si on n'est pas le problème. Puis Delphine a commencé à faire preuve de créativité dans sa tactique de vengeance. Premier incident, ma carte de crédit a été refusée dans une station-service. Je restais là comme un idiot pendant que la pompe rejetait ma carte. J'ai vérifié mon compte sur mon téléphone et j'ai découvert qu'il était gelé. J'ai appelé la banque immédiatement. Que se passe-t-il avec mon compte? Votre femme a déposé une alerte à la fraude, monsieur. Elle a dit que vous faisiez des achats erratiques et qu'elle s'inquiétait pour votre état mental. Elle a demandé que le compte soit gelé en attendant une enquête. Elle n'est pas sur ce compte. Je suis le seul titulaire du compte. Nous sommes en train de divorcer. Je comprends, monsieur, mais elle a fourni votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de compte, le nom de jeune fille de votre mère et suffisamment de détails personnels pour paraître crédible. Nous avons dû prendre la plainte au sérieux en vertu de nos protocoles de protection contre la fraude. Il m'a fallu 3 heures à la banque pour tout régler. J'ai dû présenter une pièce d'identité, les documents de demande de divorce, une preuve de résidence de mon nouvel appartement. J'ai dû parler à 3 directeurs différents et remplir des formulaires déclarant que ma femme n'avait aucune autorisation sur aucun de mes comptes. La directrice de l'agence était désolée, mais ferme quant au respect du protocole. C'est du harcèlement, a-t-elle dit en examinant mes documents. Je note dans votre dossier que cette femme n'a aucune autorisation sur aucun de vos comptes. Je signale également votre compte pour des exigences de vérification supplémentaires, ce qui devrait empêcher quiconque d'apporter des modifications sans votre présence physique et plusieurs pièces d'identité. Je suis désolé que vous ayez à faire face à cela. J'ai tout documenté. J'ai pris la carte de la directrice, j'ai tout envoyé à Quentin. Cela allait m'aider dans mon dossier. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de retourner à la maison pour récupérer d'autres de mes affaires. Des vêtements pour différentes saisons,
quelques outils dans le garage, des livres que j'avais l'intention de lire, quelques objets sentimentaux de ma vie d'avant Delphine. Assez simple, pensais-je. Je me suis approché de ma propre porte d'entrée. La porte que j'avais franchie pendant 6 ans, j'ai mis ma clé dans la serrure, et rien. Elle avait changé les serrures d'une maison qu'elle ne possédait pas. D'une maison que j'avais achetée des années avant de la rencontrer. Je suis resté là 1 minute à fixer la porte. Ma porte. Ma maison. La maison que j'ai achetée et payée. La maison que j'ai entretenue et améliorée. La maison où chaque paiement hypothécaire provenait de mon compte. J'ai appelé Quentin depuis le porche d'entrée. Elle a changé les serrures de ma maison. La maison uniquement à ton nom. Celle que tu as achetée avant même de la rencontrer? Ouais. Longue pause, puis ce qui ressemblait à un rire. Parfait. Cela nous aide énormément. Je dépose un rapport de police tout de suite et je t'obtiens l'accès aujourd'hui. Ne quitte pas la propriété. 2 heures plus tard, 2 officiers de police sont arrivés et ont frappé à la porte. Delphine a ouvert, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Pantalon de survêtement, cheveux en bataille, yeux rouges d'avoir pleuré ou de colère ou les deux. Son visage a pâli lorsqu'elle a vu les policiers. Monsieur, ce monsieur est propriétaire de ce bien. Il a fourni des documents attestant qu'il en est l'unique propriétaire. Vous devez le laisser entrer. Nous sommes mariés, a protesté Delphine, la voix devenant stridente. C'est ma maison aussi. J'habite ici. L'officier, un homme plus âgé qui avait clairement géré une centaine de situations exactement comme celle-ci, avait déjà l'air fatigué. Avez-vous cette maison? Votre nom figure-t-il sur l'acte de propriété ou sur le prêt immobilier? Eh bien, non, mais je vis ici. Cela devrait compter pour quelque chose. J'ai des droits. Madame, vous ne pouvez pas changer les serrures et empêcher le propriétaire d'accéder à son propre bien. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le droit de la propriété. Veuillez vous écarter. Elle m'a laissé entrer, me lançant des regards noirs tout le temps, comme si j'étais celui qui avait fait quelque chose de mal. J'ai marché dans la maison que je possédais depuis 6 ans, me sentant comme un étranger. J'ai trouvé toutes mes affaires dans des sacs poubelles dans le garage, des vêtements, des livres, la montre de mon grand-père, des photos d'avant ma rencontre avec elle, des outils que mon père m'avait donnés. Tout était juste fourré dans des sacs en plastique noir comme des ordures attendant d'être ramassées sur le trottoir. Sérieusement? Ai-je demandé en montrant le tas. Tu allais jeter mes affaires? Tu es parti. Sa voix était acide. Tu m'as abandonné pour une petite blague. Que étais-je censé faire? Construire un sanctuaire pour un homme qui a fui son mariage? Les officiers m'ont aidé à tout documenter. Ils ont pris des photos des sacs, des serrures changées, ont pris note de ces déclarations, ont tout écrit dans leur rapport. Ils m'ont aidé à charger ma voiture avec autant de choses que je pouvais y mettre. Alors que je partais, Delphine a essayé le numéro des pleurs. Les larmes coulant sur son visage, la voix brisée. J'ai dit que j'étais désolé. Pourquoi refuses-tu simplement de me parler? Nous pouvons arranger ça. Je vais changer. Tout ce que tu veux. Tu n'as jamais dit pardon. Tu as dit que c'était une blague, que je réagissais de façon excessive. Ce n'est pas une excuse. Je le dis maintenant. Je suis désolé. Je suis vraiment, sincèrement désolé. Trop tard. L'un des officiers m'a arrêté près de ma voiture avant que je ne m'éloigne. Un gars plus âgé, alliance au doigt, ayant probablement vu toutes sortes de situations domestiques conflictuelles dans sa carrière. Tant mieux pour toi, mon vieux. Personne ne mérite d'être traité ainsi. J'ai vu trop de gars rester beaucoup plus longtemps qu'ils ne le devraient parce qu'ils pensent qu'ils y sont obligés. Prends soin de toi. Quentin était ravi de toutes les nouvelles preuves lorsque je les lui ai envoyées. Les serrures changées, les sacs poubelles, le rapport de police. Elle détruit son propre dossier avec chaque coup qu'elle fait, a-t-il dit. Continue à tout documenter. La moindre petite chose. Mais Delphine n'avait pas fini d'être mesquine, loin de là. Mon abonnement à la salle de sport a été annulé la semaine suivante. Je me suis présenté pour mon entraînement matinal habituel et ma carte ne passait pas. J'ai appelé la réception pour savoir ce qui s'était passé. Votre femme a appelé et a dit que vous vouliez annuler. Elle connaissait votre numéro d'adhérent et les détails de votre compte.
Elle n'est pas autorisée à toucher à mes comptes. Nous divorçons. Pouvez-vous le réactiver? Ils l'ont fait, avec une protection par mot de passe cette fois. J'ai dû créer un code confidentiel entièrement séparé juste pour apporter des modifications au compte. Ensuite, ma compagnie d'assurance automobile a appelé. Quelqu'un avait essayé d'annuler ma police. Même histoire. Delphine s'était fait passer pour moi, avait suffisamment d'informations personnelles pour paraître crédible, et m'avait presque laissé conduire sans couverture. J'ai dû tout verrouiller après ça. Chaque abonnement, chaque service, chaque compte auquel je pouvais penser. J'ai changé tous mes mots de passe pour des chaînes aléatoires que je stockais dans une application cryptée. J'ai ajouté l'authentification à double facteur partout où c'était possible. J'ai mis en place des alertes à la fraude auprès des 3 bureaux de crédit. J'ai changé mes questions de sécurité pour des réponses que moi seul connaîtrais. Des choses dont Delphine n'avait jamais entendu parler. Elle essayait systématiquement de me rendre la vie difficile, pensant probablement que les tracas me convaincraient de revenir. Cela a eu l'effet exactement inverse. Chaque coup qu'elle montait ne faisait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. 2 mois après le début de ce cauchemar, le divorce avançait dans le système judiciaire. Quentin a déposé une demande de jouissance exclusive de la maison, puisque Delphine avait déjà démontré qu'on ne pouvait pas lui faire confiance concernant l'accès à ma propriété. Le jour du tribunal est arrivé. Delphine s'est finalement présentée avec un avocat. Un type dans un costume bon marché qui avait l'air de regretter déjà d'avoir pris son dossier. Il l'avait probablement pris en pensant que c'était de l'argent facile, puis a découvert à quoi il avait réellement affaire. La juge était une femme plus âgée qui avait clairement vu toutes les ruses de divorce possibles et imaginables. Le genre pragmatique avec des lunettes de lecture sur une chaîne et zéro patience pour le drame. L'avocat de Delphine s'est levé en premier. Votre honneur, bien que la maison soit techniquement au nom du mari de ma cliente, elle y a résidé pendant 5 ans et a contribué à son entretien et à son amélioration. Contribué comment? L'a interrompu la juge. Était-elle sur le prêt immobilier? A-t-elle fait des paiements? Elle a contribué par le travail domestique et le soutien émotionnel du mariage. Le sourcil de la juge s'est levé d'environ 1 pouce. Pas bon signe pour le camp de Delphine. Quentin a ensuite présenté nos preuves. Méthodique, organisée, documentée. L'acte de propriété montrant que je possédais la maison depuis 2 ans avant de rencontrer Delphine. Les relevés hypothécaires montrant que chaque paiement provenait de mon compte. Les relevés bancaires prouvant que j'avais couvert toutes les dépenses du foyer pendant tout notre mariage. Les factures, l'assurance, les courses, tout. Ensuite, la documentation sur les interférences. Les rapports de police concernant les serrures changées. Les relevés bancaires montrant l'alerte à la fraude frauduleuse qu'elle avait déposée. Les déclarations de la salle de sport et de la compagnie d'assurance concernant ces tentatives d'usurpation d'identité. Des photos de mes affaires dans des sacs poubelles. De plus, votre honneur, nous avons des déclarations signées de 6 témoins qui ont observé Madame Delphine humilier publiquement mon client lors du dîner qui a précipité ce divorce. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais cela faisait partie d'une habitude documentée de comportement irrespectueux remontant à environ 18 mois. L'avocat de Delphine a essayé de s'objecter. Votre honneur, ma cliente exprimait simplement sa frustration face à son mariage. Ces témoins sont clairement partiaux en faveur du mari. Ces témoins incluent 2 couples qui étaient à l'origine des amis de l'épouse, a rétorqué Quentin. Ils se sont manifestés parce qu'ils trouvaient son comportement envers mon client inapproprié et voulaient soutenir son dossier. La juge a tout examiné pendant ce qui a semblé durer 1 heure, mais qui n'était probablement que 10 minutes. Finalement, elle a levé les yeux. J'accorde la jouissance exclusive de la résidence au requérant. Madame Delphine, vous avez 30 jours pour retirer vos effets personnels de la propriété. Toute autre tentative d'interférer avec les comptes, les biens ou la vie quotidienne de monsieur sera considérée comme un outrage au tribunal et traité en conséquence. Comprenez-vous? L'avocat de Delphine a hoché la tête rapidement, mais Delphine elle-même avait du mal à rester calme. Son visage était rouge, ses mains serrées sur ses genoux. Ensuite est venue l'audience pour la prestation compensatoire. C'est là que Delphine pensait enfin gagner quelque chose. Son avocat avait déposé une requête affirmant qu'elle avait droit à un soutien continu puisqu'elle avait sacrifié sa carrière pour soutenir le mariage. Votre honneur,
ma cliente a renoncé à ses ambitions professionnelles pour se concentrer sur l'entretien du foyer conjugal et le soutien de l'avancement professionnel de son mari. Elle fait maintenant face à la perspective de reconstruire sa vie professionnelle à 35 ans avec une interruption significative dans ses antécédents professionnels. Quentin avait des documents prêts. Votre honneur, Madame Delphine a travaillé à temps partiel par choix tout au long du mariage. Avant le mariage, elle occupait le même poste à temps partiel qu'elle occupe actuellement. Elle n'a fait aucun sacrifice professionnel. Elle a simplement choisi de ne pas chercher d'emploi à temps plein parce que les revenus de son mari couvraient toutes les dépenses du foyer. Il a présenté des fiches de paie, des dossiers d'emploi, tout. 5 ans de Delphine travaillant 20 heures par semaine dans une boutique, ramenant un modeste salaire qui allait entièrement à ses dépenses personnelles pendant que je couvrais la moindre facture. Ma cliente ne demande pas un soutien excessif, a soutenu son avocat, juste assez pour maintenir son niveau de vie pendant qu'elle fait la transition vers l'indépendance. La juge a examiné les documents attentivement. Je ne vois aucune preuve de sacrifice professionnel. Je vois la preuve de quelqu'un qui a choisi de ne pas travailler à temps plein tout en étant entièrement pris en charge par son conjoint. Requête rejetée. C'est à ce moment-là que Delphine a complètement perdu son calme. Vous êtes tous contre moi. Elle hurlait presque. Il ment sur tout. J'ai donné à cet homme les meilleures années de ma vie et il est parti juste à cause d'une petite blague. Une blague. Madame Delphine, si vous ne vous calmez pas immédiatement, je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Elle ne s'est pas calmée. La sécurité a dû l'escorter hors de la salle d'audience pendant qu'elle continuait à crier sur à quel point tout était injuste, à quel point le système était truqué, comment j'avais en quelque sorte manipulé tout le monde. Son avocat s'est approché de la barre après son départ. Votre honneur, je me retire de cette affaire. Décision intelligente. Une semaine plus tard, Delphine se représentait elle-même, déposant des requêtes qui semblaient avoir été écrites lors de moments de grande émotion. Des paragraphes décousus sur la façon dont elle avait été une bonne épouse, comment j'étais vindicatif, comment elle méritait une compensation pour son temps et ses efforts. Toutes rejetées. Chacune d'entre elles. L'audience finale de divorce a eu lieu 3 mois après ce dîner au restaurant. Delphine s'est présentée seule, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Pas d'avocat, pas d'amis dans le public, juste elle contre le système juridique qu'elle avait essayé de manipuler. Jugement final, elle n'a rien eu. 0. Pas de prestation compensatoire parce qu'elle n'avait jamais rien sacrifié. Aucune réclamation sur la maison parce qu'elle n'en avait jamais possédé aucune partie. Aucune part de ma retraite parce que nous n'avions pas été mariés assez longtemps et qu'elle n'y avait pas contribué. Juste sa voiture, qui avait toujours été à son nom, et les effets personnels qu'elle avait déjà sortis de la maison. Les derniers mots de la juge, je ne vois aucun fondement pour aucune de vos réclamations, Madame Delphine. Le bien appartenait à votre mari avant le mariage. Il a assumé toute la responsabilité financière tout au long. Votre conduite depuis la séparation a été faite d'interférences et d'exigences infondées. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas déposé une contre-plainte pour harcèlement. Divorce prononcé. Elle a essayé de faire appel. Elle a rempli les papiers elle-même puisqu'aucun avocat en ville ne voulait toucher à son dossier après que la rumeur de son comportement au tribunal se soit répandue. Appel rejeté en un temps record. Aucune nouvelle preuve présentée, aucune erreur dans le jugement initial, la décision est maintenue. J'ai entendu par le bouche à oreille qu'elle a emménagé chez sa mère après le divorce. Elle a trouvé un travail de serveuse à temps plein, le premier travail à temps plein qu'elle ait eu depuis des années. Apparemment, elle raconte à tous ceux qui veulent bien l'entendre que je lui ai volé sa maison et que je l'ai laissé sans rien. L'une de nos amies communes l'a finalement confrontée à ce sujet. Il n'a rien volé, lui a dit Léa. C'était sa maison, son argent. Tu l'as traité comme un moins que rien pendant des mois et il est parti. Ce n'est pas du vol, ce sont des conséquences. Delphine a apparemment juste pleuré et dit que tout le monde était contre elle. Léa a arrêté de lui parler après ça. Anaïs, la meilleure amie de Delphine lors de cette soirée, m'a en fait contacté quelques mois après que tout se soit calmé. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. Nous savions tous qu'elle te traitait mal. Nous pensions juste que c'était votre dynamique, que tu étais d'accord avec ça. Puis, en voyant comment elle a agi après ton départ, tous les mensonges et le sentiment que tout lui était dû, je suis désolé que nous n'ayons pas parlé plus tôt. Ce n'est pas à toi de réparer mon mariage. Pourtant, tu as pris la bonne décision.
Elle a perdu pied depuis, blâmant tout le monde sauf elle-même. Elle a perdu la majeure partie de son groupe d'amis à cause de ça. Ce n'est plus mon problème. La vie continue. C'est la chose que personne ne vous dit à propos du divorce. Ce n'est pas la fin du monde, juste la fin d'un chapitre. J'ai réemménagé dans ma maison après la période de 30 jours et que Delphine a vidé ses affaires. L'endroit semblait différent, vide d'une certaine manière, mais aussi plus léger. Comme si un poids dont je ne connaissais même pas l'existence avait été enlevé. J'ai tout redécoré. Nouveaux meubles, nouvelle peinture, nouvelle énergie. Je me suis débarrassé de tout ce qui me rappelait elle. Les décorations qu'elle avait choisies, les tableaux qu'elle avait accrochés au mur, les coussins dont elle insistait sur le fait que nous en avions besoin. J'ai fait de l'espace le mien pour la première fois depuis qu'elle avait emménagé. J'ai peint le salon d'une couleur que j'ai réellement choisie. J'ai accroché des photos que j'aimais vraiment. C'était bon. Le travail allait super bien. J'ai été promu environ 2 mois après la finalisation du divorce. Mon patron m'a pris à part un jour et m'a dit que j'avais l'air différent. Plus concentré, plus confiant, meilleur pour gérer la pression. Quoi qu'il ait changé, continue comme ça, a-t-il dit. Tu fais le meilleur travail que j'ai vu de ta part depuis des années. C'est drôle comme se débarrasser de quelqu'un qui vous rabaisse constamment vous rend meilleur en tout le reste. J'ai recommencé à faire des rencontres environ 6 mois plus tard. Rien de sérieux au début, juste pour me remettre dans le bain. Me rappeler ce que ça faisait de rencontrer de nouvelles personnes sans que quelqu'un me critique par la suite. J'ai rencontré une femme nommée Pauline dans une librairie, de tous les endroits possibles. Nous avons tous les deux tendu la main vers le même exemplaire d'un roman à suspense. Nous avons eu ce moment gênant pour savoir de qui la main était là en premier. Nous avons fini par parler pendant 1 heure de livres, de films et de la vie en général. Elle a fini par me poser des questions sur mon ex. Tout le monde le fait quand on commence quelque chose de nouveau. Elle a l'air épuisante, a dit Pauline après que je lui ai donné la version courte. Elle l'était. J'ai mis trop de temps à m'en rendre compte. Oh. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir finalement? Elle m'a traité de cassé devant des gens. Comme si j'étais un appareil défectueux qu'elle pouvait échanger contre un modèle plus récent. C'est là que j'ai réalisé que j'acceptais le manque de respect depuis bien trop longtemps. Tant mieux pour toi. Il faut de la force pour s'éloigner d'une chose pareille. Je ne suis pas sûr de la direction que prennent les choses avec Pauline pour le moment, mais c'est agréable. Elle est respectueuse. Elle me pose réellement des questions sur ma journée et écoute quand je réponds. Des choses basiques qui ne devraient pas sembler révolutionnaires mais qui le sont après tout ce que j'ai traversé. Sa sœur m'a envoyé un autre message récemment depuis un nouveau numéro. Tu as détruit sa vie. Non. Elle a détruit sa propre vie. J'ai juste arrêté de la laisser détruire la mienne aussi. J'ai bloqué ce numéro comme tous les autres. Ma mère m'a demandé si je regrettais le mariage, si j'aurais aimé faire plus d'efforts. Mon seul regret est de ne pas être parti plus tôt. Tu es resté parce que tu l'aimais, a dit maman. Ouais, c'est vrai. L'équipe du dîner m'a invité le mois dernier. Petit rassemblement chez Olivier. Ils ont spécifiquement dit que Delphine n'était pas invitée et ne le serait plus jamais. Nous avons fait griller des steaks, regarder le match, parler de tout sauf de mon ex-femme. C'était normal pour la première fois depuis longtemps. Je suis tombé sur Alain il y a quelques semaines. Le père de Delphine. Je l'ai vu à la quincaillerie en train de prendre des fournitures. Il m'a repéré en premier. Il s'est approché avec l'air de ne pas trop savoir quoi dire. Je veux que tu saches, a-t-il commencé. Aucun d'entre nous ne savait à quel point la situation s'était dégradée. Delphine a toujours fait en sorte que ça ressemble à des problèmes normaux de couple. Nous ne savions pas qu'elle te traitait comme ça. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Tu as été bon avec elle, a-t-il dit. Meilleur que ce qu'elle méritait, apparemment. Je suis désolé que ça se soit terminé ainsi. Nous nous sommes serrés la main et avons suivi nos chemins séparés. La semaine dernière, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. J'ai reconnu l'indicatif régional comme étant celui de la mère de Delphine. J'ai pensé à le bloquer immédiatement, mais la curiosité l'a emporté. C'était Delphine. Elle utilisait le téléphone de sa mère puisque j'avais tout bloqué le reste. Je sais que tu ne liras probablement pas ça, mais je voulais que tu saches que je travaille sur moi-même. Je sais que j'ai tout gâché et je ne demande pas une autre chance.
Je voulais juste dire que je suis désolé. Pour de vrai cette fois. Pour tout. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. 2 jours plus tard, Pauline et moi étions dans ce même restaurant italien. Celui où tout a basculé. Elle l'avait choisi au hasard sur une application d'évaluation. Elle ne savait rien de l'histoire. J'ai failli suggérer un autre endroit. Puis j'ai décidé de ne pas le faire. Nous nous sommes assis à une table différente de ce soir-là. Une meilleure vue, en fait. Pauline me parlait du nouveau bébé de sa sœur. Me montrait des photos sur son téléphone. La serveuse est passée. A pris notre commande. A apporté du pain. Soirée normale. Bonne nourriture. Bonne compagnie. À la moitié du dîner, Pauline a levé les yeux et m'a demandé si tout allait bien. Elle a dit que j'avais l'air distrait. C'est en fait l'endroit où mon mariage s'est terminé, lui ai-je dit. Je n'avais pas prévu de revenir ici, mais nous y sommes. Elle a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Nous pouvons partir si tu veux. Non. La nourriture est trop bonne. Elle a ri. Nous avons fini de dîner. Nous avons partagé un dessert. Nous nous sommes disputés pour savoir qui allait payer l'addition comme nous le faisons toujours. J'ai gagné. Je suis sorti de ce restaurant en lui tenant la main. La même porte par laquelle j'étais sorti seul 8 mois plus tôt. Une fin différente cette fois-ci. Commentaire, ce qui m'a vraiment marqué dans cette histoire, c'est la force tranquille qu'il faut pour se respecter profondément. Je crois que poser des limites n'est pas un manque de gentillesse, mais une preuve de responsabilité envers soi. Choisir la paix intérieure demande parfois du courage, pourtant c'est souvent la meilleure décision. Nous sommes les premiers responsables de notre bonheur et de notre sérénité. La guérison commence quand on décide de ne plus tolérer ce qui nous abîme. Soyez gentil avec vous, vraiment gentil, cela change tout. Prenez le temps d'observer ce que vos relations vous apportent au quotidien. Vous méritez de vous sentir valorisé et respecté dans votre vie. La route vers une vie plus légère s'ouvre dès qu'on arrête de s'accrocher à ce qui nous blesse. Prenez soin de vous, et sachez que vous avez la force de choisir mieux. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.